je vais mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans un club à Escale 15. On a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Putain, ça va pas marcher. Ça va pas le faire, j'ai le doute. Il y a un risque financier qui est énorme. On a à peu près 150 élèves. Dans 8 ans ou dans 12 ans, on aura du paddle au JO. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Lasec, directeur général de On Paddle, un des plus grands clubs de paddle de Toulouse Sud, avec une très belle hauteur sur plafond qui fait sa différence. On le reçoit aujourd'hui dans Aneto, une chaîne, un podcast qui nous permet en fait d'interviewer différents entrepreneurs du Sud-Ouest, parler de leur prochain sommet, connaître un petit peu leur ascension à travers tout ça et leur parcours forcément. Donc Olivier, il a une vie d'entrepreneur, il a une vie aussi de salarié. Il n'a pas choisi entre les deux, il a décidé de mêler les deux. Ingénieur dans le cloud et la cybersécurité la journée et le soir et le week-end. Directeur général de On Paddle. Bon, mais du coup, Olivier, on te reçoit aujourd'hui. Le but du jeu, c'est parler un petit peu de ta vie d'entrepreneur, tes prochains sommets, ce que tu as envie de faire. Actuellement, on est chez On Paddle, à Escale 15. Oui. Un grand complexe de paddle de 2500 m², si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais. Ouvert depuis 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, C'est ça. dans l'esprit. Le but du jeu, c'est comprendre un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Moi, j'aurais eu envie de poser la première question, c'est d'où ça t'est venu, cette envie d'entreprendre? Comment c'était chez toi quand tu étais gamin? Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs autour? Pas du tout? Est-ce que tu t'es fait tout seul? Ouais. Donc déjà, bienvenue chez On Paddle. Et effectivement, pour faire simple, le côté entrepreneur m'est venu il y a une dizaine d'années, effectivement, avec 2 petites structures que j'ai montées avant le club d'On Paddle. Mais par contre, le côté commerce, le côté, ça je l'ai depuis tout petit, puisque mon père, effectivement, était dans le côté commerce à l'époque. Et donc, j'ai démarré dans le commerce de la tech, de l'IT depuis une trentaine d'années. Voilà. Et par contre, le côté entrepreneur, après 20 ans de salariat, effectivement, a commencé à germer. Et ce qui s'est réellement effectivement accompli, c'est avec la création du complexe, avec mes associés qu'on a fait effectivement. Le projet date de 3 ans et demi, effectivement, et on a pu ouvrir il y a 2 ans. Voilà. Et quand tu étais plus jeune, tu avais des modèles d'entrepreneurs, de personnes autour de toi qui avaient réussi? Ou est-ce que vraiment tu étais parti sur le salariat et autour de toi, il n'y avait personne? Est-ce que ça parlait peut-être beaucoup d'argent ou autre? Je suis vraiment parti effectivement dès le début dans le salariat. Donc j'avais pas encore l'âme d'entreprendre et de gérer effectivement du manager, gérer effectivement du personnel, même si j'ai fait des études de management et de commerce. Mais derrière, voilà, j'avais pas forcément je m'étais pas projeté sur le fait d'avoir ma propre boîte, d'ouvrir, que ce soit un complexe ou les 2 petites sociétés que j'ai pu monter en parallèle, quoi. Ok. Et ensuite, donc, tu m'as dit que tu as commencé dans la tech en 97. Donc ça fait quasiment 30 ans, Tout à bientôt, fait. sans vouloir te mettre un coup de vieux. Non, mais juste après l'armée, hein, donc, et ouais. Et du coup, ce monde de la tech, qu'est-ce que c'est il y a 10 ans? Qu'est-ce que c'est il y a 20 ans? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ça a sûrement beaucoup évolué. On le voit maintenant, on a des montres connectées, on a les téléphones, etc. Et en 97, il n'y avait pas tout ça. Pour faire simple, je sors de l'armée en 96, donc je me lance après des études de commerce dans la vente chez un grossiste de matériel informatique, donc vraiment le côté matériel pur. Et c'était avant l'an 2000, donc il y avait encore l'explosion. Il n'existait pas effectivement certaines grandes marques, la grande distribution ne vendait pas de PC, donc c'était vraiment les intégrateurs à l'époque, avec vendre des pièces détachées et intégrer derrière. Et donc, le côté IT, même si c'était du matériel et des petites solutions à l'époque, a commencé à m'intéresser, à me plaire. Et d'année en année, effectivement, j'ai évolué vers des postes effectivement de commercial et d'ingé commercial et d'ingé d'affaires sur des solutions plus complexes. Après, je me suis orienté bien sûr vers la partie cloud, infra, avec l'évolution. Et aujourd'hui sur les sujets cloud, infra et cyber, donc dans la nouvelle structure que j'ai intégrée depuis 1 an chez Adista. Voilà. Et il y a quelqu'un dans ta vie pro, du coup, d'employé, qui t'a donné un petit peu ce déclic de venir te lancer, de faire un side project, comme on pourrait dire, ou pas? Oui. Quand j'ai eu mon parcours donc chez Econocom, j'ai fait 11 ans chez Econocom, hein, donc chez un agent dont je tairai le nom, mais il se reconnaîtra. Et c'est une personne qui m'a énormément inspiré et qui m'inspire encore, avec qui je suis encore en contact. Donc c'est une période de 2005 à 2016, ces 11 ans-là. Et là, c'est là que le côté entrepreneur a commencé à mûrir un petit peu.
Et quand effectivement, on est en 2026, que j'ai commencé à ouvrir 2 petites structures avant le gros complexe, il y a une dizaine d'années, on y est. Donc voilà, c'est vraiment cette personne qui m'a donné envie de devenir mon propre boss. Voilà. Et donc, du coup, tu parles de ces 2 petites structures que tu as créées un petit peu avant. Est-ce que pour toi, dans ta tête, c'était des tests avant de te lancer dans le grand bain, ou est-ce que c'était des petites boîtes qui ont marchoté et après tu t'es dit non, là il faut passer vraiment le cap? Ça restait des petites boîtes avec un associé de confiance que j'ai pour, on va dire, commencer à se faire la main. Mais comme le problème, c'est qu'on n'avait pas forcément le temps de le développer par rapport, vu qu'on était très occupés sur nos activités en parallèle. Voilà, donc ça vivotait. On perdait pas trop d'argent, mais voilà. Mais ça permettait par contre de s'occuper de tous les pans d'une micro-société, de la compta au commerce en passant. Voilà. Donc, et c'est clair que par contre, si on ne s'y investit pas à 200%, au bout d'un moment, ça capote. À l'inverse, effectivement, de ce club, qui aujourd'hui, avec l'investissement, mais l'investissement en humain qui a été fait, puisque aujourd'hui, à la tête du club, il y a mon épouse et ma fille qui tiennent le club, qui gèrent le club, et moi en tant que directeur général et avec nos associés, voilà, là on est vraiment sur une machine qui tourne bien, on en est très satisfait. Après les 2 premières années, on gagne déjà de l'argent, donc ça c'est hyper important. Incroyable, déjà c'est voilà. déjà pas mal. Et surtout on va en parler je pense juste après, mais il y a encore de beaux projets d'évolution par rapport au complexe. Et du coup, donc là on parle de paddle, c'est chouette. Moi perso, je joue pas au paddle. J'aurais pas eu du coup l'idée d'ouvrir un club de paddle. Donc toi, tu as sûrement eu l'idée en commençant le paddle. Mais comment tu as commencé le paddle du coup? Alors, pour faire simple, je viens du squash. J'ai fait une quinzaine d'années au squash avec un niveau, on va dire, pas champion, mais bon, voilà, on avait de quoi s'amuser à l'époque. Donc, et donc le côté, effectivement, jouer avec les côtés du terrain, on va dire, par rapport à un tennis ou par rapport à du bad, ça a commencé à me plaire. Et j'ai découvert le paddle il y a 6 ans. Et donc là, c'était voilà, j'ai un peu mis le doigt dedans, comme j'ai fait avec le golf il y a 20 ans. Dès l'instant où tu commences à goûter au paddle, c'est tellement ludique, c'est tellement sympa, que tu es un petit niveau ou que tu as un très bon niveau, tout le monde s'amuse. Voilà. Et en plus, en faisant du sport, que tu le fasses en famille avec des amis, c'est le mot à la mode, c'est le mot ludique. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de blocage. Tout le monde peut s'y mettre. Jeunes comme vieux, hommes comme femmes, des enfants. Le week-end, on a énormément de familles qui viennent. Et voilà, donc quand j'ai découvert le paddle, pour moi, c'était une révolution, quoi. Donc, Et du coup, tu testes le paddle et donc tu mets le doigt dedans. Et là, c'est à quel moment que tu as le déclic de je vais mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans un club à Escalquens, construire le plus grand club de paddle de Toulouse Sud. À quel moment on se dit je vais faire ce truc-là? Parce que normalement, ça ne sort pas du chapeau. Alors, c'est très simple. C'est avec mes amis habitant dans le coin, effectivement, autour de la zone, Saint-Orens, Castanès, Calquens. On en avait assez d'aller jouer dans les vrais clubs qui se trouvent par contre au nord de Toulouse, où il y a aujourd'hui 4 gros clubs qui sont de qualité. Mais effectivement, il y avait un vrai manque au niveau du sud-est toulousain, autour de la Belge. Et en plus avec un vivier de 300 entreprises, avec des grands comptes comme Airbus Defence and Space, Thales, le CNES, des très belles boîtes. Et j'évoquais effectivement le sujet avec des amis qui faisaient 3 quarts d'heure de rocade pour aller jouer là-haut, en disant voilà, il y a un vrai manque ici. Et donc on a commencé à chercher un terrain. Donc avec mes associés, un terrain a été trouvé après 1 an de recherche. Donc parce qu'on est situé entre Decathlon et Audi. Et c'est vrai que Decathlon à l'époque vendait ce terrain de 11 000 m². Et c'est là que l'histoire a réellement pu commencer, puisqu'il nous fallait avant tout le terrain. Une fois que le terrain était là, la suite allait dérouler, quoi. Ok, et donc là, tu as commencé, tu sens que la suite, ça commence à dérouler. Mais à quel moment tu dis putain, ça va pas marcher, ça va pas le faire, j'ai le doute? Ah, comme dans tout projet, sachant qu'on est caution perso pour plein de choses, il y a un risque financier qui est clairement identifié et qui est énorme. Après, de l'autre côté, on voit que le paddle est en plein engouement. On n'est plus sur un effet de mode. L'effet de mode qu'il y a pu avoir, enfin qu'on peut imaginer sur d'autres sports qui ont explosé et qui sont retombés aussi vite. Pour faire simple, ce qui s'est passé en Espagne il y a 40 ans, ça arrive depuis 4-5 ans en France. Le paddle est arrivé en même temps en Espagne et en France il y a 40 ans. Les Espagnols ont trouvé ça géant, les Français ont dit bof, sans plus, par rapport au bad, au squash, au tennis. Et voilà, ce qui s'est passé il y a 40 ans, ça arrive en Espagne, ça arrive réellement maintenant
en France et avec l'explosion des ouvertures de complexes de partout. Alors il faudra être vigilant sur le fait effectivement entre l'offre et la demande. Il ne faudrait pas que ça bascule dans le mauvais sens. On a un exemple aujourd'hui avec la Suède qui a ouvert pendant le Covid des centaines de centres et aujourd'hui qui se retrouvent vides parce qu'il y a des complexes avec 12, 15, 20 cours énormes qui étaient pleins pendant le Covid et qui malheureusement aujourd'hui, il n'y a que 2-3 cours de remplis et les gars ont fait faillite. Enfin, ça devient très compliqué parce que les gens sont retournés au boulot et ils peuvent jouer le soir, mais après, le but effectivement d'un complexe de paddle, c'est de remplir les heures creuses aussi. Donc voilà, c'est pas uniquement parce que le soir c'est plein, entre midi et 2 c'est plein, et après il faut trouver la bonne adéquation. Oui, forcément, après tu perds de l'argent, sinon il faut que ça remplisse le plus souvent possible. C'est comme des voitures de location, si elles sont pas louées, qu'elles attendent sur un parking, c'est de l'argent qui On est dort. d'accord, on est Donc d'accord. toi c'est la même chose. C'est clair. Ouais. Et il n'y a pas un moment où tu as voulu lâcher, un moment où tu t'es dit, là c'est une petite claque de trop, c'est la claque de trop, parce que quand on crée une entreprise, forcément des moments qui sont un peu clés, où c'est un peu tendu. Est-ce qu'il y a eu une claque qui t'a fait un peu mal avant de créer ou au tout début? On a eu effectivement sur la création du projet, on a eu quelques coups d'arrêt au fur et à mesure, ne serait-ce qu'au niveau budget, par exemple. Aussi, d'un autre côté, quand les banques commençaient à être frileuses, c'est important parce que pour certaines, quand on parlait de padel, ils pensaient plus qu'on était sur l'eau au lac de la Ramée, donc ils confondaient paddle et padel. Et il y en a énormément qui étaient très frileux sur le fait de devoir lâcher 3, 4, 5 millions en crédit bail sur 15 ans, même si, en étant caution perso, voilà, ça devenait compliqué, quoi. Et à force de les convaincre, on a réussi effectivement à trouver le bon modèle, la bonne adéquation, quoi. Tu crées tout ça, tes cautions perso, etc. Donc tu gardes ton poste dans le domaine de la tech en tant que salarié à ce moment-là. Quel est le réel coût humain de tout ça? Parce que le coût financier, tu fais une caution perso, mais humainement parlant, tu travailles énormément par rapport à tout le monde. Il est clair que ouais, c'est surtout de l'organisation. Donc j'ai jamais lâché mon métier d'ingé d'affaires dans l'IT, c'est clair. Mais c'était en parallèle comment s'organiser entre les soirs et les week-ends pour les différentes réunions, les réunions avec les associés, comment faire évoluer le club, c'est clair. Donc, mais ce qui est hyper important, c'est que le fait d'avoir une aventure familiale avec des personnes de sa famille qui tiennent le club d'un point de vue confiance, d'un point de vue retour, puisque chaque soir, je sais ce qui s'est passé, c'est important. Et tu arrives à lâcher du coup le soir quand Alors c'est compliqué parce que même le soir, aujourd'hui, quand je sors effectivement de chez Adista, je viens jouer parce que c'est une vraie passion. Donc, alors pas tous les soirs quand même, hein, parce que quand on arrive à un certain âge, il faut faire attention aux tendons et à tout le reste, ça devient compliqué. Mais par contre, oui, il est clair que j'arrive à lâcher, oui. C'est quoi tes techniques du coup pour lâcher, pour couper un petit peu? Parce qu'il y en a plein qui ont le problème de ne pas pouvoir lâcher. Toi, comment tu fais? Alors, à part le paddle et jouer au paddle, parce que je suppose que jouer au paddle, il joue beaucoup. Alors j'y joue beaucoup, mais c'est mon exutoire. C'est vrai que bon, ça peut paraître paradoxal, mais derrière, il y en a qui vont se dire oui, ce projet peut te prendre énormément la tête sur plein de choses, mais aujourd'hui, jouer au paddle, c'est mon exutoire. Donc quand je me fais une partie avec mes amis, j'oublie effectivement le boulot de l'IT, j'oublie les soucis que je peux avoir, et derrière, on se fait une bonne partie, après on se prend une bonne mousse, et c'est que du bonheur. Donc, Ok. là, c'est Génial. vraiment mon exutoire. J'ai pas forcément d'autres exutoires d'un point de vue sportif. Je joue aussi pas mal au golf. Donc, et d'ailleurs, très, très prochainement, d'ailleurs c'est vendredi prochain, alors, je participe à une compétition golf padel. Voilà. Ok, Donc, vendredi prochain, pour ceux qui regardent du coup, c'est quoi? C'est le 20 avril dans l'esprit? c'est le 24. Le 24 avril. Le 24, ouais. Ok. Donc ça sera sûrement passé au moment de la diffusion, mais ouais, tu vas te faire une belle Mais petite j'ai compète. posé une petite journée de congé côté Adista pour profiter effectivement avec mes amis du TPC qui organisent, qui reçoivent une trentaine d'équipes. Et derrière, donc le matin, il y a un golf de Seille. Golf de Seille, on fait un parcours 18 trous, après on déjeune et on enchaîne sur un 250, un tournoi l'après-midi. Ouais, donc tu coupes grâce énormément au sport, etc., des activités avec des gens, sociables, ces choses-là. Et point hyper important, puisque ça va recouper le monde du commerce, c'est que le côté business est hyper important, que ce soit dans le golf, mais aussi dans le padel. Aujourd'hui, au niveau du padel, on a monté un club de partenaires qui est très important. Donc aujourd'hui, voilà, on fait des soirées dédiées avec nos partenaires qu'on anime. On reçoit des sociétés sur lesquelles on privatise le club de 18h à 2h du mat, où il y a des échanges. Ils viennent avec leurs clients. On a 100, 120 personnes. Donc voilà, aujourd'hui,
on accueille des clients, des partenaires qui souhaitent faire profiter à leurs clients de la découverte du padel. On peut organiser des mini-tournois effectivement pour eux. Derrière, il y a la partie bar, la partie restauration. Restauration avec un chef privé qui vient en parallèle ou un food truck. Enfin, voilà. On peut imaginer aujourd'hui plein de solutions sur mesure, ouais. En fonction, faire des tournois, faire juste une partie bouffe. On peut faire plein de choses dans tous les cas. Ici, c'est un véritable en fait, lieu de vie. Tu me prends un peu court sur une question que j'allais te poser, mais pourquoi avoir fait pas juste un paddle autour du sport, mais plutôt un véritable lieu de vie avec le côté bar, lounge, resto et sportif? Parce que peut-être là, alors quand on a pas mal évoqué le sujet avec mes associés en amont, mais c'est clair que ce qu'on voulait, nous, c'est que ça soit un moment où les gens passent aussi du temps, pas uniquement jouer et partent. Que ça soit au niveau de l'ambiance, un peu lounge du clubhouse, que ça soit la partie salle de séminaire où on organise. On a une salle de séminaire avec une contenance à peu près un peu plus d'une vingtaine de personnes, avec un écran géant tactile. Et l'idée, c'est que les entreprises de la Belge ou autres viennent faire un team building à une vingtaine de personnes pendant 2 heures sur les chiffres, etc. Ça peut après manger un bout. Et derrière, découverte du padel. On a 3 coachs aujourd'hui, dont 2 salariés. Et aujourd'hui, pour faire simple, on fait découvrir le padel effectivement à des gens qui peut-être n'auraient jamais osé ou jamais osé pousser la porte. Et donc les gens qui aient une base raquette, donc tennis, squash ou bad, ou pas du tout, les gens s'amusent de suite. Oui, voilà. tu peux si tu es avec des personnes qui ont à peu près ton niveau, dans tous les cas, ça sort assez vite. De ce que je comprends et de ce que j'entends autour de moi, on peut vite s'amuser, quoi qu'il arrive, avec des niveaux à peu près similaires et progresser quand même assez rapidement, mine de rien. Ah non, mais c'est clair. Aujourd'hui, nous, on a une Padel Academy, on va dire, avec une école de paddle avec nos 3 coachs, où on a à peu près 150 élèves à l'année. Que ce soit les enfants, que ce soit des adultes. On travaille avec pas mal de CSE comme Airbus Defence and Space qui sont à côté, où là on a de mémoire, je crois que c'est une quarantaine de salariés d'Airbus qui prennent des cours chez nous. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on a mis en place une Padel Academy et pour vraiment développer le paddle, parce qu'on a énormément de demandes. On a une liste d'attente qui est assez conséquente, mais sauf que bon, avec 7 terrains aujourd'hui, on ne peut pas forcément pousser les murs. Tu es bloqué, tu ne peux pas forcément pousser les murs dans tous les cas. C'est quoi l'émotion que tu ressens au moment où tu vois ces gens arriver la première fois, qui commencent à s'éclater, qui disent que les 10 mètres sous plafond, c'est exceptionnel, parce qu'il n'y en avait pas d'autres à ce moment-là à Toulouse, et je ne sais pas s'il y en a encore d'autres en ce moment. Mais c'est quoi l'émotion qu'on se rend? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce qu'on ne ressent pas encore cette fierté-là parce qu'on est en plein dedans? Comment on se sent? Est-ce qu'on endort la nuit ou... Effectivement, le mot, tu l'as dit, c'est une grande fierté. Une grande fierté parce que on connaît tous les clubs de Toulouse, on connaît leur qualité, effectivement, on prend plaisir à jouer. Et d'un coup, on arrive le 16 février dans son club avec mes associés et on voit que les gens s'amusent, ils sont bien, que ça rigole, que voilà. Donc, et on dit, on a réussi. Après plusieurs mois, voire années, à mûrir le projet, à le développer, à l'ouvrir, on voit que ça se concrétise vraiment et que c'est parti. Et maintenant, le plus important, effectivement, ça va être d'un point de vue comment attirer les clients. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est si on ne fait pas la bonne com, si on n'a pas le bon community manager, si on n'est pas présent sur les différents réseaux, etc., faut faire vivre tout ça avec les bonnes personnes. Oui, il faut voir du monde, il faut connaître du monde, et puis après, le monde attire le monde, tout le monde s'en parle, etc. C'est bien parce que c'est un sport d'équipe, derrière, on attire forcément des personnes. On peut travailler avec Henri Despadel, par exemple, qui est ici aussi, oui. Qui vient de temps en temps. Donc là, tu as un petit peu atteint ton premier sommet, on peut dire, parce que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut parler de chiffres un petit peu autour de tout ça? Est-ce qu'on est à la période des bilans? Donc c'est génial parce qu'on peut savoir un petit peu ce que ça peut donner. Combien ça coûte, combien ça rapporte, comment est-ce que c'est réparti? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites et qu'il ne faudrait pas faire? Pour faire simple et être transparent, tu vois, on vient de sortir les chiffres de 2025 et on sait qu'on a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires à 7 terrains sur 2025. Voilà.
On sait que la rentabilité maintenant, c'est elle qu'il faut travailler parce que chiffre d'affaires c'est bien, mais ce qu'il faut effectivement d'un point de vue charge, c'est bien les maîtriser, les contrôler, de manière à ce que sur 2026, on espère doubler, voire tripler, voire quadrupler le résultat net. Pas le chiffre d'affaires, mais le résultat net qu'on aura, en évitant de faire quelques erreurs qu'on a pu faire à l'époque. Voilà. À commencer par la restauration. Je pense qu'on ne s'improvise pas restaurateur. Ouais, c'est ce que Philippe Etchebest il fait que dire. Ouais, non mais c'est clair. Et c'est vrai que nous, même si on avait à l'époque embauché une chef cuistot qui maîtrisait vraiment le sujet, je pense qu'on n'a pas fait assez de com autour de notre restaurant. Pour attirer des personnes extérieures à venir juste manger. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que le joueur qui vient jouer entre midi et 13h30 n'a pas le temps de s'installer effectivement à une table pour manger un plat du jour. Il va prendre un panini, la douche, il repart au bureau. Voilà, donc parce qu'à 14h, ça rembauche. Oui, donc forcément, un chef cuistot, ça coûte cher sur un mois. On sait actuellement combien ça coûte généralement des chefs cuistots à peu près. Donc ça, c'est... Sachant qu'on était ouvert que le midi, effectivement, en semaine, pas le week-end. Et quand on voit qu'on devait faire 22 couverts par jour pour commencer à gagner 1 €, ça devient compliqué. Et quand on fait 5 repas le lundi, 3 le mardi et 50 le vendredi, il y a un déséquilibre qui forcément, fait que... là, c'est de la perte. Ouais. Directement. Ah, c'est de la perte. Surtout qu'à l'époque, on avait la partie bar, clubhouse, qui elle tournait très bien. La partie restaurant, au niveau du PNL, était noyée dedans. Et quand on a séparé les deux, on s'est réellement rendu compte qu'avec nos associés qui sont des commissaires aux comptes, experts comptables, et ça c'est hyper important d'avoir des gens de confiance qui gèrent les chiffres, c'est de se dire voilà, on a la partie bar qui gagne beaucoup, la partie resto qui en perd beaucoup. On ferme la partie resto. On ferme la partie resto. Et on continue. Et voilà. Et par contre, sur des soirées privées, des choses comme ça, on a soit des chefs privés externes qui viennent, sachant qu'on a encore la cuisine de pro complètement équipée. Donc ils peuvent l'utiliser super facilement. Ou alors des traiteurs, voilà. ou alors des food trucks qui viennent. Voilà, il n'y a pas de limite. On peut toujours accueillir et d'un point de vue restauration, faire de la haute couture ou alors quelque chose de plus champêtre. Voilà. Et le côté clubhouse, ça représente combien de pourcentage, grosso modo, d'un chiffre d'affaires que tu annonces là? Est-ce que c'est très faible ou est-ce que ça reste quelque chose de conséquent? Non, c'est important. C'est important quand même parce qu'aujourd'hui, on va dire que sur à peu près 7 terrains, 7 parties, il y en a entre 3 et 4 parties qui vont rester boire une bière. Voilà, ou qui vont rester boire un soft, donc pour un peu débattre de la partie, débriefer de la partie qu'ils viennent de faire. Donc oui, donc ça fait quand même 5 € de plus par joueur par terrain dans l'esprit, facilement gagné en supplément, donc c'est quand même un pourcentage. Complètement, donc c'est une part non négligeable du chiffre d'affaires, c'est très très important. Et donc tu fais aussi des cours qui rapportent un petit peu de chiffre d'affaires. Tu fais la location du terrain, tu fais des soirées privées. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent vraiment du lot en termes de pourcentage et qui sont vraiment des choses qui sont significatives? Là, par exemple, sur le million de chiffre d'affaires qu'on a pu faire, 10% effectivement viennent de la Padel Academy avec nos 3 coachs, voilà, au niveau des cours, donc à peu près 100 000 €. Bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas de la marge. Ah oui, c'est du chiffre d'affaires, bien sûr. Et à l'identique, avec la partie business partenariat qu'on peut avoir, entre tous les partenariats qui sont sur les terrains avec la Vitrophanie, les plaques qu'on peut avoir, effectivement, qu'on peut voir, c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires. Donc c'est à peu près 100 000 € qui rentrent. Donc en plus de cette location de terrain ou des soirées privées qu'on peut faire. Voilà. Ok. Et c'est quoi la métrique le matin quand tu te lèves, le chiffre que tu regardes en premier lieu pour le paddle? C'est quoi l'indicateur clé pour toi dans cette entreprise? L'indicateur clé, alors le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, à la tête du club, à la direction du club, c'est mon épouse, donc Sandra, et ma fille, effectivement, qui gère le club avec elle. Et donc, je suis informé et au courant tous les jours de ce qui se passe. Et surtout, on a une vue en live des terrains loués à la semaine. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut louer un terrain d'une semaine à l'autre. Voilà, sur un délai de 7 jours. Et derrière, on peut voir le planning qui se remplit. Et on a mis en place pas mal de choses, à savoir que dès l'instant où il y avait des creux, des terrains qui n'étaient pas loués, on a une communauté via les groupes WhatsApp avec les différents niveaux qui permet de dire tel terrain, telle heure est libre. Et de suite, on a le terrain qui est pris dans la demi-heure, quoi. Donc aujourd'hui, on a très très peu de terrains libres. Là aujourd'hui, j'ai réservé celui-là pour effectivement cette interview. Mais derrière, je sais pertinemment que à partir de 15h, il est loué
Et donc voilà, on sait qu'on va avoir effectivement tous les terrains loués dans l'après-midi et le soir, n'en parlons pas quoi. Ok. Le soir, ça devient très compliqué pour en avoir. D'où le fait d'avoir comme projet de faire 4 terrains de plus, effectivement. Donc ça, c'est un projet dont on parle énormément avec mes associés. Passer à 11 terrains. Mais bon, après le risque, bien sûr, c'est de les remplir. Ben, c'est toujours la même guerre. On a grandi et puis après, On a voit une ce vraie que ça donne. demande sur les heures pleines, effectivement. Oui. Par contre, les heures creuses, il faut travailler avec les universités au niveau des jeunes, on fait des tarifs étudiants. Il faut travailler avec le monde du handicap aussi. On a fait tous les accès PMR pour que le fauteuil paddle puisse se développer. Ok. Donc on travaille beaucoup avec le monde du handicap. Enfin, voilà, Est-ce qu'il faut parce que je sais que tu as fait des grands travaux sur tous ces terrains au niveau on a du refait toutes sol. les moquettes il y a moins Est-ce d'un qu'il faut mois. une moquette spéciale pour les fauteuils roulants justement? Non, puisqu'ils ont des fauteuils qui permettent effectivement de ne pas abîmer ces moquettes avec des pneus spéciaux. Et là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir accueillir des valides comme des gens qui ont un handicap. Pendant les compétitions, parce que ici il y a quelques compétitions qui passent de temps en temps. Est-ce que la compétition c'est du chiffre d'affaires qui rentre ou est-ce que c'est vraiment juste pour du plaisir d'accueillir des belles compétitions? Alors là, depuis qu'on a refait les moquettes, on a accueilli le week-end dernier un P500, donc on commence à monter un peu de niveau. Et dans les mois qui viennent, on aura effectivement du P1000, voire du P1500. Donc là, on va avoir les meilleurs joueurs français qui vont venir, ou au moins du top 100 français. Et là, ça commence à être très Le top 100 intéressant. français, on est en P1500 parce que moi j'y connais rien en classement. P1500 c'est un des maximums. Non, il y a jusqu'à P2000. P2000 aujourd'hui, effectivement, c'est le plus haut qui est. Et j'ai cru entendre effectivement par rapport à la fédération, à la ligue, qui parle d'un P3000. Voilà, donc c'est bon. Mais c'est surtout le 2000 ou 3000, c'est les euros qui vont donner effectivement aux vainqueurs, aux finalistes à la fin. Combien on gagne quand on gagne une compète de paddle en P1000 ou un truc du style? Ah bah, on va gagner, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être 300 euros pour chacun des deux gagnants. 300 euros chacun, et peut-être les 200 euros chacun restants pour les finalistes en face. Oui, c'est pas non plus énorme, ça paye la nuit d'hôtel, le oui, resto, et voilà. En France, pour l'instant, ça reste très, très raisonnable. Et même dans le monde aujourd'hui, quand on voit le tennis par rapport au padel, même les meilleurs mondiaux, ils gagnent entre 20 et 40 000 quand ils gagnent un tournoi international. Rien à voir avec Roland Garros. Non, où là il y a des millions qui sont en jeu, de l'autre côté c'est 20, 30, 40 000. Alors il y a le Qatar qui commence à s'intéresser au padel, donc peut-être qu'au bout d'un moment au niveau de la ligue, enfin au niveau de certains gros tournois, ils vont commencer à mettre vraiment du pognon. Sachant qu'on parle aussi, j'ai cru comprendre, des Jeux Olympiques qui devraient faire entrer le padel en démo dans un premier temps, sur peut-être les prochains JO des États-Unis. Donc, et à voir peut-être que dans 8 ans ou dans 12 ans, on aura du paddle au JO. Moi, j'ai quand même une question parce que tu as un club qui marche, tu as un job salarié qui marche aussi. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu vas choisir ou est-ce que c'est vraiment ton mode de vie d'avoir cette vie de salarié, cette vie d'entrepreneur et tu souhaites rester comme ça longtemps ou est-ce qu'il y a un moment donné, tu vas te dire, bon allez, je me lance vraiment à fond dans le grand bain? Là, pour faire simple, j'ai 54 ans cette année. Si tout va bien, on verra. Mais je devrais effectivement pouvoir partir à la retraite à 62 parce que j'ai carrière longue. J'ai commencé par l'alternance et avant mes 20 ans, j'avais déjà des trimestres. Donc je vais pouvoir partir normalement à taux plein à 62 ans. Et moi, ce que je veux derrière, c'est pouvoir profiter encore plus en fonction de mon état de forme, bien sûr. Mais pourquoi pas me lancer encore un peu plus, effectivement, dans la partie padel, le développer encore plus, sachant qu'il est déjà bien développé aujourd'hui, mais passer encore plus de temps au sein du club, et pas forcément pour jouer. Donc, Et ton club, du coup, tu le vois comment dans 3 ans? Alors, il y a 11 terrains, je suppose, mais où est-ce qu'il en est? Combien il fait de chiffre d'affaires? Ou est-ce que le pourcentage de marge, il est extraordinaire? Parce que j'ai l'impression que c'est ta guerre du moment. Dans 3 ans, tu le vois où? Ou alors tu te vois où? Est-ce que peut-être un deuxième club qui peut être à Montpellier, par exemple? Alors, j'ai pas prévu sur la partie franchise, etc., de le développer. Mais par contre, il est clair que dans 3 ans, oui, je me vois avec 11 terrains, voire peut-être même plus, on ne sait pas. Hein, mais voilà, c'est que la seule chose qu'il faut effectivement, c'est que l'effet padel ne retombe pas, c'est clair. Je pense que normalement, ils parlent je crois qu'ils sont à 4 millions de joueurs sur 2030, dans 4 ans. Le nombre de joueurs en Espagne aujourd'hui, 4 millions. Donc aujourd'hui, on est entre 600 et 700 000 joueurs.
c'est exponentiel, ça n'arrête pas d'évoluer. Il y a des gens qui arrêtent, bien sûr, squash, tennis, bad, pour se mettre au paddle, parce que, comme on dit, plus ludique, faire du sport en s'amusant. Et en plus, quand on a un certain niveau, on transpire énormément. Voilà, donc ça peut être vraiment, voilà, d'un point de vue sportif, c'est pas que de la détente, c'est pas que du loisir, quoi. Ça peut vraiment envoyer, quoi. Et imaginons, dans 10 ans, il y a un joueur qui parle de on paddle. Et dans 10 ans, c'est loin. Qu'est-ce que tu as envie qu'ils disent? Un joueur lambda, Ouais, un joueur lambda qui vient s'éclater, qui a envie de faire peut-être un peu de compète bientôt, qui sait déjà bien jouer. bah, qui, déjà, je pense que il pourra parler du complexe, parce que du complexe on paddle, aujourd'hui, on a quand même un plafond qui a plus de 10 mètres de haut. On est un des seuls à Toulouse à avoir effectivement cette hauteur, la qualité des terrains. Et ça apporte quoi cette hauteur? Parce qu'on parle de hauteur sur le Elle est plafond, primordiale. mais est-ce que réellement ça a un intérêt? Parce que Énormément. Tous les joueurs qui viennent, qui sont d'un bon niveau, qui sont habitués aux autres clubs, à certains autres clubs de Toulouse qui ont 1,50 m, voire 2 mètres de moins, prennent un pied phénoménal ici, parce que le lob fait partie intégrante du jeu. C'est hyper important. Et quand on a des repères, moi, vu que je joue 95% du temps ici, quand je vais faire des tournois dans d'autres clubs avec un plafond plus bas, je me fais avoir sur les premiers coups. Voilà, donc parce qu'on a des repères. Mais les joueurs apprécient réellement la hauteur, la qualité des terrains. On a eu quelques soucis avec les moquettes. On n'a pas cherché à comprendre. On a fait ce qu'il fallait pour qu'elles soient remplacées. Et on a mis de la moquette, de la Mondo, la numéro 1 mondiale, en moquette. Donc aujourd'hui, tous les joueurs sont ravis, prennent leur pied à venir ici. Voilà. Que ça débute comme ça soit du confirmé. Et donc du coup, pour terminer, en dernière question, qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter dans 3 à 4 ans? Pour faire simple, que ça continue tel quel. D'avoir la forme, toujours, c'est important. Mais surtout, toujours cette envie de jouer au paddle avec la banane, de venir en plus dans son club. Dans le club de mes associés, je ne suis pas tout seul. Mais surtout, voilà, d'avoir tous ces sourires, d'avoir toutes les personnes que je connais, que je croise, effectivement, quand je viens jouer, ou des félicitations pour dire voilà, ton club il est vraiment top, on s'y sent bien, et de continuer en parallèle bien sûr ma carrière chez Adista, où vraiment il y a de très belles choses à faire dans le monde du cloud et de la cyber, donc c'est que du bonheur. Point important, c'est qu'aujourd'hui j'ai mis des personnes de la société Adista au sein du club pour qu'ils découvrent effectivement, et donc on organise des petits tournois de paddle IT à 40 personnes, voilà, et c'est là que j'ai pu allier la société dans laquelle je travaille aujourd'hui et mon club. Voilà. Génial, magnifique mot de la fin. Merci Olivier. Merci à toi. Et à bientôt, du coup. Et à très bientôt pour une partie, si tu veux. J'ai la raquette dans le coffre. Eh mais ben, toujours pas commencé. Eh ben écoute, on y va, ça marche. Ça roule. Merci allez, à toi. nickel. Merci. Bon, Okay. allez les gars, On y va. on a 8 pile minutes poil, pour tout enlever. hein. Allez, On est pile poil, t'as vu? super. Merci, Nickel. c'est top. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit au prochain épisode. Rendez-vous au prochain sommet.